Cette semaine, on va parler du noyau Linux. On va commencer par parler des origines de Linux. Vous connaissez tous bien Linux normalement, vous l'avez utilisé dans plusieurs cours jusqu'à présent. Vous savez qu'il y a plein de dispositifs courants qui sont basés sur Linux, en particulier les téléphones et les autres, les tablettes et autres dispositifs basés sur Android. Android, c'est fait par Google, mais c'est bâti par-dessus le noyau Linux avec une couche logicielle et de librairies utilitaires qui sont spécifiques à Android. C'est également présent dans plusieurs dispositifs embarqués, donc c'est quand même un système d'exploitation qui se trouve à être installé quand même de façon assez fréquente dans plusieurs systèmes de plus haut niveau avec un microprocesseur contrôleur assez évolué. Euh, Si vous avez tous les services que vous utilisez dans le nuage, la plupart fonctionnent avec des Linux qui est installé sur les machines, sur les ordinateurs qui offrent les capacités de traitement du nuage. Donc, lorsqu'on parle de Google, par exemple, ben, l'ensemble des services de Google fonctionnent avec des centres de données, des centres de calcul qui ont comme système d'exploitation pour les différentes machines Linux, même si ce n'est pas nécessairement exposé. Puis de même que pour Amazon, je pense que dans l'essentiel, ça roule aussi Linux. Donc, il y a plusieurs autres fournisseurs également dans le nuage qui sont basés sur Linux. Donc, c'est quand même un système maintenant qui est présent dans de nombreuses infrastructures, systèmes informatiques qu'on utilise de façon courante. Mais je vous dirais la grande question, est-ce que vous connaissez vraiment Linux? Donc, on sait que Linux existe, on sait qu'on l'a installé, vous l'avez peut-être installé sur votre ordinateur portable, soit en natif ou soit dans une machine virtuelle. Vous avez la machine virtuelle pour le cours qui fonctionne avec Linux. Mais en plus, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les origines et la philosophie derrière Linux pour mieux comprendre cet environnement-là, puis aussi voir un peu de quelle façon c'est organisé dans Linux au niveau du noyau. Puis c'est quand même important d'avoir ces notions-là pour savoir bien l'utiliser. Donc, bien comprendre Linux nous amène à pouvoir bien l'exploiter. Puis, il faut comprendre aussi de quelle façon les différents éléments du noyau fonctionnent puis interagissent. Puis ça va être très pertinent, en particulier pour votre laboratoire 4. Vous allez devoir développer un pilote de périphérique dans l'environnement Linux. Dans le fond, pour parler des origines de Linux, on doit d'abord parler des origines de Unix, parce que Linux, c'est une implémentation de Unix. Puis Unix, ça a été développé, ça a commencé à la toute fin des années 60, ça s'est vraiment développé 69, 70, 71. Et donc, à l'origine, c'était vraiment un projet interne chez AT&T qui est devenu plus gros, qui est devenu quelque chose quand même d'important comme système d'exploitation. Ça a été donc adopté dans plusieurs endroits dans les années 70. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était développé au Bell Labs de AT&T au New Jersey. Puis AT&T, à ce moment-là, c'était le grand monopole de la téléphonie. Donc, c'est eux qui contrôlaient l'essentiel des services téléphoniques aux États-Unis. Puis, étant donné que c'était un monopole, il était très fortement réglementé pour éviter toute pratique non concurrentielle qui ferait en sorte qu'il pourrait envahir d'autres champs d'activité puis qui serait très difficile à- à déplacer. Donc, étant donné cet encadrement-là très étroit dans une situation de monopole, il n'y avait pas nécessairement l'autorisation de développer des systèmes d'exploitation ou des infrastructures informatiques pour fin commerciale. Donc, Unix qui s'est développé dans cet environnement-là, s'était développé de façon relativement ouverte. Puis AT&T répondait aux requêtes, par exemple, des universités de fournir le code source de Unix. Euh, donc, c'était fourni de façon sur demande aux différents endroits qui voulaient avoir accès à ça parce que ça avait quand même attiré l'attention de quelques personnes dans le milieu universitaire, dans certaines grandes universités américaines, pour utiliser et développer plus amplement Unix. AT&T avait laissé aller un peu le code de façon à respecter un peu le cadre de fonctionnement du Monopoly dans lequel il opérait, où il y avait quand même des zones d'usage où c'était quand même assez réglementé. Mais pour AT&T, quand même, qui investissait énormément d'argent en recherche à ce moment-là, développer un système d'exploitation faisait un certain sens parce qu'il développait un peu l'infrastructure informatique du réseau téléphonique de l'avenir des années 70.
Mais cependant, dans les années 80, il y a un conflit légal qui a éclaté entre AT&T et BSD. BSD, c'est Berkeley System Distribution. Donc, c'était un peu une version qui a été développée à l'Université de Berkeley, dans la région de San Francisco. Parce qu'eux, ils avaient récupéré le code de Unix, mais ils avaient dérivé une version un peu différente. Puis, ils se voyaient comme étant un peu libres de droit vis-à-vis AT&T, puis AT&T n'était pas nécessairement d'accord avec ça. Donc, il y a eu un conflit légal, puis ça leur ralentit un peu l'adoption de BSD, qui était une version qui se voyait comme étant totalement ouverte et libre. Euh, Puis ça, ben, aussi en parallèle, dans les années 80, il y a également eu le projet GNU qui est sur la côte Est. Donc, BSD, c'est sur la côte Ouest américaine, puis le projet GNU, c'était basé au MIT. C'est encore basé au MIT. Puis lui, il provenait d'une motivation différente, c'est-à-dire que sachant qu'il y avait quand même du code qui a été rendu disponible par AT&T, mais qu'au niveau légal, au niveau des licences, il n'était pas nécessairement libre de droits et de redevances par rapport à AT&T. AT&T l'a donné, mais n'a pas renoncé à ses droits légaux puis à ses droits d'exploitation de Unix. Puis sachant que Unix était devenu quand même un incontournable comme système d'exploitation, mais sachant aussi la frustration de certains, dont Richard Stallman, vis-à-vis le matériel informatique disponible à ce moment-là, qui était souvent associé à du code propriétaire, qui était fermé. Puis Richard Stallman disait qu'en fond, le projet GNU découlait d'une frustration à pouvoir implémenter un pilote pour contrôler une imprimante dans un système informatique particulier. Donc, le pilote était buggé ou fonctionnait pas bien. Puis, lui aurait voulu tout simplement le modifier parce que c'est un hacker remarquable, Richard Stallman. Puis, il n'avait pas le droit, la compagnie ne lui laissait pas accès. Puis, dans toute cette frustration-là, il a décidé de démarrer son propre clone libre de Unix qui a appelé GNU. Donc, GNU, c'est un acronyme récursif qui veut dire GNU is not Unix. Donc, GNU n'est pas Unix, mais dans le fond, c'est un clone qui se veut reproduire Unix aussi fidèlement que possible en termes d'utilisation, mais avec du code réécrit à partir de rien, qui ferait en sorte qu'on se libérait de la licence ou des droits que AT&T avait sur le code de Unix. Et le projet GNU, dans le fond, c'était un ensemble de programmes. Donc, il y avait des programmes divers de base là, dans l'interface ligne de commande, différentes commandes dans le terminal Unix. Il y avait aussi des librairies, les librairies de base, la librairie C, et aussi le compilateur C, les outils de développement, Make. Donc, il y a vraiment tout redéveloppé autour de ça, l'éditeur de texte également, Emacs. L'éditeur de texte, ça provient, c'est Richard Stallman qui l'avait développé dans le cadre du projet GNU. Il voulait faire le meilleur éditeur de texte imaginable. Donc, il a fait quelque chose d'assez particulier, d'assez sophistiqué. Mais pour faire bref, le projet GNU voulait être comme toute l'enveloppe, tout l'ensemble du logiciel nécessaire pour pouvoir fonctionner, donc de cloner finalement l'environnement Unix. Puis, il restait que le projet GNU s'est développé dans les années 80, mais il manquait un morceau important qui était le noyau. Le noyau en soi n'était pas disponible. Il y avait un compilateur, c'est GCC. Le compilateur GCC, c'est le compilateur de GNU. Il y avait toute l'interface graphique, le terminal Bash. Bash, c'était fait par GNU. La plupart des lignes de commande, ce qu'on vous utilisez dans Linux, c'est les lignes de commande faites par GNU directement. Mais il n'y avait pas de noyau. Il y avait un noyau, à vrai dire, qui existe encore, mais que je pense qu'il est un peu abandonné, c'est le noyau Herd. Le noyau Herd, c'était un projet ambitieux qui visait à faire un noyau avec une super belle architecture. C'est très élégant, micro-noyau et tout. Mais ça n'a pas été, ça n'a pas vraiment décollé. Ils en sont arrivés à des versions fonctionnelles, mais quand même sur le tard. Donc, c'était quand même la partie centrale du projet GNU qui n'était pas disponible. Fait qu'on avait tout sauf le noyau. Fait que ça, donc, c'était un peu en gestation. À la fin des années 80, début 90, on avait beaucoup d'éléments intéressants. Puis beaucoup des commandes, des éléments de GNU ont été joints au noyau qu'il y avait dans BSD. Donc, on avait quand même une version complète avec BSD, mais avec certaines attaches ou certaines difficultés à se détacher complètement de AT&T, quoique ça a été réglé éventuellement. Puis en parallèle à ça, il y avait d'autres activités. Puis entre autres, un élément intéressant à avoir en tête, c'est euh, Andrew Tannenbaum, qui est un professeur américain, mais basé
aux Pays-Bas, qui a écrit de nombreux livres, donc entre autres, probablement que le livre que vous avez eu dans le cours de système d'exploitation, sur les systèmes d'exploitation, la communication, etc. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est très prolifique en termes de production de documents, de livres pour les différents cours sur, puis c'est un chercheur aussi reconnu. Ben, il avait développé un livre sur l'implémentation d'un noyau Unix. Donc, il avait développé ce qui s'appelait Minix. Puis le noyau Minix, dans le fond, ce n'était pas nécessairement le meilleur noyau, le mieux, le fait le plus performant. C'était un noyau qui était fait pour que le code soit lisible et étudiable au niveau de l'enseignement. Puis il avait fait un cours, il a fait un livre qui allait avec le noyau, dans le fond. On avait accès au code source de Minix en achetant le livre. Donc, c'était vraiment un livre avec une disquette, finalement, où on avait toute l'information pour pouvoir consulter le code et éventuellement compiler le noyau et l'utiliser, mais c'était vraiment pour fin d'apprentissage, c'était assez académique. Donc, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus performant, mais c'était disponible, puis c'était pas dire, un livre de base pour les cours où on pouvait étudier les noyaux, comment implémenter un noyau de système d'exploitation. Donc, c'est ça, donc le livre qui s'appelait, c'était Operating Systems Design and Implementation. Donc, avec ce livre-là, avec le code source, on était en mesure d'étudier le fonctionnement des noyaux dans les systèmes d'exploitation. Donc, ça, c'était disponible à la fin des années 80. Puis en 1991, il y a Linus Torvald, qui était alors étudiant à la maîtrise à l'Université d'Helsinki en Finlande, qui, lui, il y avait comme cadeau un peu de, je pense, pour Noël ou quelque chose comme ça, il avait acheté un nouveau processeur, c'était un PC 386. Donc, ça, c'est avant les Pentium, avant les 486. Donc, c'était très hot à ce moment-là. En 1990-91, c'était quand même un processeur assez récent. Puis, en bon geek, on peut dire, Linus voulait exploiter le MMU, donc vraiment l'aspect de contrôle de l'accès de la mémoire, parce qu'avant, les 286 ou les 80, 88, 80, 86, il n'y avait pas vraiment de contrôle matériel pour accéder à la mémoire, mais le 386 offrait tout ce qu'il fallait pour assurer une protection de la mémoire, s'assurer qu'on peut avoir plusieurs programmes, puis on pouvait rouler en mode, pour dire, super utilisateur, en mode privilégié ou en mode utilisateur. Puis selon le mode dans lequel on roulait, on pouvait avoir un accès restreint à la mémoire ou un accès qui était complet à toute la mémoire. Et donc, ça, c'était nouveau, puis ça, c'était un élément essentiel pour assurer que les systèmes d'exploitation, les programmes, qu'il y ait vraiment une protection de la mémoire. Puis, donc, Linus, lui, ayant cet ordinateur-là, s'est mis en tête de développer le logiciel pour exploiter cet aspect-là de son processeur parce qu'il n'y avait rien sous la main pour pouvoir le faire. Et donc, comme projet, un peu de fin de semaine, il s'est mis à développer un nouveau noyau qui est appelé Linux. Dans le fond, il est parti du code de Minix de Tannenbaum dans son livre. Donc, il a pris le livre, il a pris le code, il a commencé à travailler autour de ça, mais il s'est mis à rapidement tout réimplémenter, puis il a laissé tomber finalement la base Minix, même si ça lui a servi de point de départ puis de source d'inspiration pour le design de sa première version de Linux. Donc, il a éliminé le code de Minix, mais ça avait quand même été là comme point de départ pour démarrer le développement de son noyau. Puis une fois qu'il a eu son noyau, une première version du noyau fonctionnel, il a récupéré l'environnement GNU qui était disponible gratuitement pour complémenter son noyau, parce qu'un noyau seul, ça ne fait rien. Donc, il a tout ajouté l'environnement GNU avec le terminal, le compilateur, tous les utilitaires disponibles dans GNU pour faire un système complet. Donc, un système complet qui fonctionnait sur son ordinateur, qui était finalement une implémentation de Unix, mais à partir de code de GNU et de son code pour le noyau. Puis rendu là, ben, il avait acheté son ordinateur fin des années 90, 1990. Donc, en août 1991, il annonçait son projet sur un forum là, dans Usenet. À ce moment-là, le web n'existait même pas, mais il y avait les notions de forum qui étaient quand même suivies de très près. Puis dans le forum comp.os.minix, il envoyait des informations aux gens de Minix qui étaient en train de développer un système d'exploitation gratuit. Comme il disait, c'est seulement un passe-temps. Ça ne viendra pas gros et professionnel comme GNU. C'est pour les 386, 486.
Il développe ça depuis avril, puis là, ça commence à avoir de l'allure. Puis il aimerait avoir du feedback, puis de voir qu'est-ce que les gens pensent. Puis il y avait quand même certaines limitations, mais il y avait quand même une version qu'il voyait comme étant utilisable, euh, où il y avait le terminal bash et le compilateur GCC. Puis, comme on dit, ben, c'est pas portable, c'était quand même une base, c'était quelque chose qui était fait finalement pour le plaisir, just for fun, comme Linus avait déjà dit dans ce temps-là. Donc, c'est quand même un peu intéressant, c'est un fait intéressant de voir que ce projet-là, qui est parti comme un hobby tout à fait sans grandes ambitions, est devenu ce que c'est maintenant. Linux est utilisé dans l'industrie à toutes les sauces. C'est quand même quelque chose de très sérieux maintenant, d'assez central dans le monde de l'informatique. Alors que c'était un étudiant à la maîtrise qui, par son temps libre, développait ce qui est devenu un noyau incontournable. Mais il faut dire qu'il y avait le contexte. L'environnement était là pour le recevoir. Donc, Linux s'est développé, c'est un logiciel libre qui est développé selon un modèle coopératif. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le code est disponible gratuitement et libre de droit. Vous pouvez obtenir une version complète de Linux, obtenir le code source en C sans aucune limitation. C'est le principe même de fonctionnement des logiciels dans ce contexte-là. Donc, tout le monde peut modifier le code, mais les modifications doivent être ouvertes si on distribue, dans le sens qu'on peut faire des modifications internes puis garder ça à l'interne, puis pas nécessairement, on n'est pas obligé de le publier, mais si on rend disponible les binaires, il faut aussi fournir le code source. Donc, ou du moins rendre disponible aux gens qui ont accès au binaire le code source. C'est une obligation de la licence GNU, justement. Et la version officielle de Linux est toujours gérée par Linus. Donc, Linus Torvald, son emploi, là, son travail, c'est de gérer Linux et de diriger un peu les développements. Donc, même si c'est développé par une communauté, des gens qui développent du logiciel, des modifications à Linux qui vont sur plein d'aspects, Linus, lui, vraiment contrôle un peu les accès puis s'assure que la version officielle, on accepte les modifications qui vont dans le bon sens, qui sont pour le mieux, puis il peut refuser des modifications, suggérer des révisions. Donc, Linus, dans ce contexte-là, agit comme on dit, un dictateur bienveillant. C'est pas mal lui qui décide, mais il décide de façon à ce que le logiciel soit toujours mieux fait, mieux conçu. Puis, il y a quand même une communauté, là, il ne fait pas ça seul. Il y a une communauté de hackers qui sont autour de lui. Les discussions sont quand même assez ouvertes. Je dirais que c'est assez corsé comme discussion également. C'est vraiment un milieu, on pourrait dire, de méritocratie dans le sens qu'on n'envoie pas n'importe quoi à ce groupe-là parce que si on envoie n'importe quoi, ils vont le dire sans aucune nuance et de façon assez directe. Donc, ceci dit, les gens qui sont en mesure de tenir la conversation puis de proposer des changements qui ont la capacité technique de le faire vont être accueillis dans cette communauté-là. Puis s'ils font leurs preuves, ils peuvent avoir accès à des responsabilités en termes du développement de Linux, ce qui est quand même quelque chose de gratifiant en termes de technique et en termes de reconnaissance. Donc, Linux reste quand même le noyau. Donc, les autres logiciels de la suite GNU sont développés selon des modèles similaires, mais les communautés peuvent être différentes. Il y a des cas où les communautés sont quand même assez tranquilles parce que c'est un logiciel stable. Je ne sais pas moi, les commandes de base, là, ls, cd, tout ça, ben, on s'entend que ça fait un certain travail. Je ne suis pas prêt à dire qu'il doit y avoir des révisions constamment à tous les jours, à toutes les semaines, mais il y a quand même une communauté qui gère ce logiciel-là. Il y a certains autres logiciels qui évoluent rapidement, qui sont encore très actifs, comme le noyau Linux l'est. Donc, c'est différentes communautés, mais ça reste quand même que le modèle de fonctionnement de développement par communauté, avec une certaine basé un peu sur le mérite des propositions, c'est un modèle qui est adopté un peu partout en open source. Puis l'objectif du projet GNU est atteint. Dans le fond, c'était d'offrir un clone complet de Unix, mais ouvert et libre, où on a accès au code source de l'ensemble de l'environnement. Puis ça fait des dizaines d'années qu'on a ça. Je dirais mi-1980, mi-années 90, 95-96, il y avait déjà des distributions complètes de
de Linux avec la suite GNU qui était offerte, disponible pour être installé sur ordinateur. Moi, j'ai installé Linux sur mon PC en 99, je pense. 98-99. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à installer ça. C'est quelque chose qu'on achetait sur CD dans des librairies spécialisées, là, entre autres. Et donc, Linux et le projet GNU se sont développés dans la philosophie Unix. Donc, la philosophie Unix, c'est une approche assez spécifique, particulière au développement, que je vais vous détailler dans la prochaine capsule.